Karine, je vais t'inviter à me rejoindre ici. Et pendant qu'elle me rejoint pour commencer la discussion, je vous propose de l'applaudir pour cette performance de dessin. Avant de vous faire découvrir plus avant son travail, on a voulu commencer par vous montrer du dessin à l'œuvre, la création d'une image. Et c'était une chouette manière aussi de commencer cette série de rencontres pour le festival. Alors on est ici, puis là ton personnage de Méduse nous mettait aussi bien dans le thème qu'on a choisi pour rentrer dans ton travail, qui est la beauté, la monstruosité. Est-ce qu'on peut lancer du coup? Ouais, super, on y est. Une petite précision d'abord pour indiquer que cette rencontre a lieu évidemment dans le cadre de Quai des Bulles, mais aussi dans le cadre de l'exposition Mauvaise Figue. Vous pouvez voir quelques mètres plus loin à cet étage du palais. Une exposition où 5 auteurs et autrices qui montrent des travaux qui sortent du cadre, et qui sortent des injonctions, et qui sont là pour un peu exploser les stéréotypes. Et Karine donc, fait partie de cette exposition, et c'est dans ce cadre-là qu'on l'a invitée pour cette rencontre. Donc, Karine, nous, on se connaît un petit peu parce qu'on a, on a un peu. On a mis toutes les deux à Nantes, et puis déjà en 2015, j'ai regardé la date il n'y a pas longtemps, j'avais présenté cette rencontre sur ton travail avec l'association Maison Fumetti. Et c'est un grand plaisir pour moi de faire connaître ton travail au public de Quai des Bulles. Et on va... Hop, je prends la petite télécommande. Et on va d'abord passer, avant de rentrer plus dans les images en elles-mêmes, parler de ta biographie et bibliographie pour te faire connaître au public. Tu me dis si j'énonce une bêtise. Tu es né en 1980 à Montpellier. J'ai retenu un élément de ta biographie que je trouvais mignon sur les couvertures des albums jeunesse, c'est que tu es né au pays des cigales et que tu vis au pays des petits beurres. Tu as fait une école de communication visuelle à l'école Olivier de Serres, et cette histoire j'aime bien le terme de communication visuelle, parce qu'il y a une histoire de langage là-dedans aussi que je trouve pas mal, dont on reparlera sûrement tout à l'heure. Donc tes albums parus sont les suivants. La femme toute nue chez Sarbacane. Quand je le précise pas, ce sont des bandes dessinées, je le préciserai quand c'est des albums jeunesse, albums jeunesse, il n'y a pas, pour l'instant pas d'autres formats. La femme toute nue chez Sarbacane en 2007, qui n'est malheureusement plus en vente, mais lisible dans notre exposition. Les Croqueuses chez Delcourt en 2008. Ensuite, Canopée chez Atrabile en 2011. J'ai pas d'image, mais tu as travaillé en 2013 sur la série Hystéria chez Professeur Cyclope. Oui, c'est notamment de là que ça date, puisque je travaillais chez Professeur Cyclope, à cette époque-là. La Azola, toujours chez Atrabile en 2016. Et puis la série Tilda sur les toits, une héroïne masquée, donc une série chez BD Kids. 5 tomes ont paru entre 2019 et là, tout récemment, en 2023, le dernier tome vient de paraître. Et puis, il y a aussi l'album jeunesse Princesse Caméléon, avec Marine Renoir au scénario, enfin au texte, paru en 2019 chez Gallimard Jeunesse. Oui, j'ai pas précisé, c'était Cède au scénario pour Tilda sur les toits. Et puis tu travailles actuellement sur une bande dessinée qui s'appelle Elsie Applebaum, et je pense qu'on a aussi la couverture de Parenthèse en Équateur qui est sortie. C'est les instituts. Ouais, il est sorti qu'en Équateur. C'est le réseau des alliances françaises. Ok, voilà. Dans ce cadre-là. Pour l'instant, il n'a pas fait l'objet d'une édition plus que classique dans l'édition. C'est ça. Il est paru en Équateur dans ce cadre-là. Ça date de 2021. C'est ça. Donc ensuite, je nous ai proposé une petite progression dans ton travail. On va surtout beaucoup montrer de choses au public, en espérant qu'ils n'aient pas c'est quoi le syndrome de... Pas le syndrome de Stockholm, le syndrome de Stendhal, où des gens s'évanouissent devant tellement de beauté et d'un étourdissement. On met la barre haut, Karine. Ouh là là. On commence par cette page justement de Parenthèse en Équateur, où tu parles du mignon, du beau, du joli. Et puis, pour dire quelle place pour toi, quel attrait pour toi a le beau,
Est-ce que c'est un ressourcement, un outil, ou est-ce que ça correspond à un objectif esthétique également? Voilà. Waouh. On commence fort? On tu commence trouves? fort. Ouais. On y va. Là aussi, j'ai des extraits de La femme toute nue avec des choses très poétiques, esthétiques. Où on est... Alors, quel est le rôle pour moi de... Ouais, est-ce que faire des belles images est pour toi en soi un objectif? Un objectif. Déjà, je trouve parce que juste avant, on voyait des petites fleurs là qu'on voit qui sont près du Cotopaxi, donc en Équateur. Alors déjà, il y avait ce plaisir dans la contemplation du vivant, dans la beauté. C'est des moments où je trouve vraiment des moments d'apaisement. Après, c'est vrai que j'ai du plaisir à être dans des recherches esthétiques et tout. Et c'est vrai que c'est pas un objectif en soi, puisque après, généralement, derrière, j'ai quand même envie de raconter des choses. C'est un peu comme je sais pas comment dire. C'est comme un cadeau. J'ai un message que j'ai envie d'offrir presque. Et quelque part, pour moi, il y a une recherche d'esthétisme, mais alors qui a toujours été présente, mais au départ, elle était présente de manière beaucoup plus simple, comme on peut le voir là dans ces extraits de la femme toute nue, donc mon premier album. Là, c'est drôle parce qu'on sent vraiment que j'ai fait effectivement des études en communication visuelle, c'est-à-dire que j'étais vraiment dans les purs, donc le plaisir aussi de la recherche esthétique, mais quelque chose de plus, d'assez impactant, un peu comme une affiche en fait. Donc là, avec une bichromie. Donc là, déjà, il y a un petit pas de côté par rapport au juste poétique ou juste mignon. On peut interpréter ce petit triangle rouge comme on veut, d'ailleurs. Mais... C'est ça, mais c'est un petit chapeau, c'est la fête. Ouais. Mais c'est... Ouais, non, finalement, c'est... Je sais pas, il y a le plaisir du dessin et il y a le plaisir aussi de pouvoir un peu dire tout ce dont j'ai envie, que ça soit immoral, amoral, mais tout ça avec une présentation qui est assez, qui peut être agréable à l'œil, quoi. Alors là, il y avait il y a beaucoup de constantes dans tes différentes BD et Et cette bande dessinée, Les Croqueuses, dont on a vu la couverture tout à l'heure, est un petit peu différente des autres, parce qu'il y a un côté sketch comme ça, avec des personnages qui discutent. Mais on y retrouve aussi, moi j'ai appelé cette petite séquence thématique, là, les femmes qui débordent. Alors là, dans ces images-là, c'est carrément leur corps qui déborde un petit peu, quoi. L'image précédente et celle-ci. Et puis, j'aimais bien aussi celle-ci. On est toujours dans du très poétique et évocateur, et en même temps, c'est un petit peu scatologique. Alors, c'est le problème, quand on commence à mettre des mots sur des images, ça devient très trivial tout de suite, je suis désolée. Ça va, j'assume. Ok. Et donc, il y a ce côté les femmes qui débordent, quoi. Donc, tu as fait le choix, même dans Les Croqueuses, où les personnages féminins sont multiples, c'est toujours des femmes. Je ne sais pas, est-ce que comment c'est présenté pour toi cette intention Alors, il y a l'intention, il y a aussi cette envie de sortir du cadre, d'avoir des représentations moins stéréotypées. Il y a cette envie de taper du poing sur la table, mais il y a aussi un sentiment quotidien d'être un peu, pas hors norme, mais c'est-à-dire que c'est comme si on me disait, bah voilà, t'es une femme, voilà ton petit costume, et puis à la fois, je joue complètement dedans. Je suis maquillée, j'ai acheté des produits beauté pour venir à Saint-Malo. Mais en vrai, je suis vraiment aussi beaucoup de choses. Et ce petit costume est vraiment beaucoup, beaucoup trop petit. Et très souvent, en fait, je me retrouve à sortir du cadre. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de plaisir à côtoyer des femmes qui sont en dehors de ce cadre-là et à jouer avec ça dans mes bandes dessinées. Parce que pour moi, c'est quelque chose de libérateur, quoi. C'est-à-dire c'est cette envie de ne pas être là où on nous attend et le faire de manière un peu... c'est-à-dire que l'esthétisme, c'est un peu mon cheval de Troie, quoi. C'est-à-dire que je vais arriver à des endroits où on ne m'aura pas attendu, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ce bouquin-là, Azola, dont on voit des pages, on peut se dire, oh, le dessin un peu maquillé, une petite maison de poupée. Et vraiment, là, j'avais envie d'exploser le cadre, quoi. J'avais vraiment envie de prendre tout et de
je sais pas, de distordre, quoi. C'est un peu comme, je sais pas, vous vous retrouvez dans une soirée où tout est beaucoup trop policé, vous en pouvez plus et vous avez envie, je sais pas, de faire des choses folles, quoi. Bon, alors en l'occurrence, généralement en soirée, je me tiens, mais voilà, il y a un côté cathartique en bande dessinée. C'est-à-dire, je suis seule à ma table à dessin et puis je peux tout explorer, quoi. Et c'est vrai que ça rend, je pense aussi le côté esthétique, ça rend aussi acceptable des fois des choses qui sont un peu plus dures dans mon propos, dans mon dessin, plus violent. Parce que, admettons, on peut repenser à cette image où on voyait cette femme toute nue en train de faire caca. Imaginons ça avec un style réaliste, par exemple. Ça marcherait pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un truc sur le graphisme qui fait que ça fonctionne, quoi. Enfin. Tu parlais de dessin maquillé tout à l'heure, et je pense que c'est pas par hasard que tu utilises cette expression. Mais non. C'était une remarque qu'un éditeur avait fait à l'égard de mon dessin. Voilà, mais pour moi, c'était aussi une incompréhension de mes intentions par rapport à un récit, quoi. Parce que l'idée, c'était quand tu avais proposé un projet. Mais c'était par rapport à Azola. Ouais. Et je pense qu'on ne voyait pas clairement ce moment de bascule dans le récit. On bascule vraiment sur quelque chose d'horrifique, quoi. Et du coup, il y avait peut-être comme un malentendu. Après, c'est des goûts. Hein. C'est question de goût et de couleur. Le terme maquillé, effectivement, est connoté. C'est-à-dire, c'est un peu du racolage passif. Ouais. J'utilise des expressions. Et c'est de la triche aussi. Peut-être. Le terme un peu impliqué, ça, en tout cas. Ouais. Parce que c'est là où je trouve que disons que c'est une manière péjorative de voir, de mettre un mot sur ce que tu fais avec ton travail, je trouve, personnellement. Ouais, après, ils ont le droit. Hein. Ils ont le droit. Et j'en ai d'autres. Le bouquin a été édité ailleurs et bien édité. Ouais. C'est un très beau livre. Donc, tout à l'heure, on avait une image de littéralement. Donc là, on a vu une petite progression, effectivement, dans l'horrifique pour Azola. Je reviens un tout petit peu en arrière. Sur cette image où tu parlais de costumes trop petits, et j'aime bien l'idée que pour Azola, c'est très littéral. C'est que j'ai l'impression que un de ses problèmes d'origine, c'est que son mari est complexé parce qu'il est plus petit qu'elle, et qu'il y a quand même, on peut se dire que donc c'est une bande dessinée muette. Donc il y a beaucoup de place pour l'interprétation, et on peut se dire que beaucoup de ces problèmes viennent de là finalement. Je sais pas. Le problème, c'est-à-dire parce que là sur cette case, tu as représenté un dialogue avec un schéma. Ouais. Et oui, tout à fait. Et lui se trouve beaucoup trop petit par rapport à Azola. Voilà, parce que Azola est en couple avec un petit mari qui est chasseur, et donc c'est un moment rêvé par Azola, mais c'est un moment de confidence. Mais c'est vrai que des fois, en tant que femme, j'ai eu des fois cette sensation d'être trop grande, et puis des fois, j'essaye de me plier, mais finalement, un peu comme Azola, on pourrait se dire, bah oui, mais c'est moi, je rentre pas dedans, je rentre pas dans les cases, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû être plus petite et tout. Mais finalement, en fait, c'est ce qui se passe dans ce livre, c'est que c'est un personnage qui explose littéralement. Et du coup, c'est aussi comment on négocie avec toutes ces contraintes qu'on se met aussi par rapport aux attentes qu'on suppose aussi des autres, par rapport aux personnages qu'on devrait jouer. Et donc, Azola... Elle joue plus Azola. C'est-à-dire qu'après, le personnage est dans un tel état de souffrance, parce que du jour au lendemain, son mari donc, s'en va. Et elle est dans un état de souffrance tel que... comment dire ? La souffrance vient comme un tsunami, quoi. Et du coup, en fait, ce personnage va prendre des proportions immenses, mais c'est sous le coup de la douleur, quoi. Elle est comme obligée de se transformer, quoi. Un autre de tes motifs récurrents, c'est la transformation. Donc là, c'est un extrait de ta bande dessinée Canopée. Donc pour rappel, Canopée, Hysteria, Azola, Tilda aussi, Elsie. Je mettrais surtout dans le même registre Canopée, Hysteria, Azola. Même la femme toute nue aussi, qui portait pas de prénom, mais il y a quand même quelque chose de... D'ailleurs, Canopée est toute nue aussi. Azola est souvent toute nue aussi. Donc c'est souvent le cheminement ou le parcours initiatique d'un personnage féminin seul et qui fait beaucoup de rencontres. Et certaines de ces rencontres ne sont pas
comment dire, en plus, les personnages qu'elle rencontre se transforment. Donc là, on a cet exemple avec cette case. Pour moi, c'est aussi l'occasion cette séquence-là de Canopée est aussi l'occasion de te parler de ton rapport à la bande dessinée, puisque je me faisais la réflexion que c'est quand même pas évident de représenter une transformation avec le jeu de l'ellipse et de ces fameux espaces intericoniques où on doit imaginer ce qui se passe entre deux dessins. Toi, tu joues avec ça. C'est encore plus difficile de le faire dans une illustration. Remarque, une transformation avec juste une image seule, c'est encore plus difficile. Et je trouvais que c'était l'occasion de t'interroger sur ton rapport à ton choix de la bande dessinée comme médium, en écartant complètement le réalisme. Est-ce que c'était un choix spontané pour toi de partir sur la bande dessinée après tes études pour raconter ce que tu avais envie de raconter? Mes études, c'était un peu un choix par défaut. Hein. J'avais pas du tout envie j'avais pas envie de faire de graphisme. Mais je crois que j'avais vraiment envie de dessiner. J'ai toujours aimé dessiner, mais j'avais surtout envie de raconter des histoires. Donc la bande dessinée est venue un peu à moi comme ça. Et puis après, c'est vrai que vers 20 ans, même un peu plus jeune, j'ai découvert un peu tout le terreau de la bande dessinée indépendante. Et là, j'étais folle, quoi. J'avais l'impression qu'il y avait une aventure à tenter, quoi. Okay. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Mais c'est vrai que... Alors, ta question est tellement ouverte. Oui. Mais c'est vrai que... Explore-la comme tu veux. Ouais, alors je vais faire par plein de chemins détournés. Mais c'est vrai que souvent, en fait, j'aime beaucoup explorer tout ce qui est transformation. Et souvent, en fait, entre mes cases, il y a très peu d'espace. C'est comme presque un film d'animation qui se déroule. Et c'était aussi mon mode d'écriture qui est aussi très intuitif. C'est-à-dire que Canopée, j'ai vraiment écrit des extraits en commençant une première case, deuxième case, troisième case. Et bizarrement, en fait, je me surprenais moi-même. Et c'est-à-dire que, par exemple, ces questions de transformation, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Il doit y avoir quelque chose d'inconscient. Mais du coup, ce mode de narration, écrire de manière intuitive, c'est-à-dire au déroulé pas de ma plume, mais de mon crayon, ça me permettait d'avoir des choses fortes qui me surprenaient. Et après, en second temps, en fait, je venais comme travailler sur du modelage, c'est-à-dire que j'avais vraiment des séquences. Et je me disais, bon, voilà, Canopée, qu'est-ce que je veux raconter, comment ça se passe dans ce déroulé, ces différentes rencontres amoureuses dans la forêt, parce qu'il y a vraiment quelque chose de métaphorique. Elle se retrouve seule dans cette forêt et petit à petit, elle rencontre plein de personnages archétypaux qui sont des personnages d'hommes. Et c'est alterné avec des scènes où on voit son rapport à son père, qui est un vieux singe très étrange. On verra tout à l'heure aussi. Voilà. Et du coup, bon, voilà, c'est comme ça. J'ai aussi mes modes de narration, le côté intuitif. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un côté, un art séquentiel avec des espaces, très peu d'ellipses, en fait, finalement, entre les cases. Là, on avait la transformation, enfin, en tout cas, c'est la transformation de l'image d'Azola. Azola, son prénom était choisi, j'ai regardé ce que ça voulait dire. Tu peux nous le dire? Alors, c'est vrai que je voulais rester sur l'idée du végétal, parce que Canopée, on était sur cette idée-là. C'était à la fois son prénom et à la fois, ça venait évoquer l'univers végétal. Et Azola, c'est une plante aquatique qui est invasive. Voilà. Donc, qui est vraiment... qui va capter comment dire, tout l'oxygène et asphyxier les milieux. Voilà, tout en comment on dit, enfin, s'épanouissant, bon. S'épanouissant, elle asphyxie le milieu. Exactement. Elle s'épanouit aux dépens des autres, finalement. Et il y a donc, effectivement, comme tu le dis, tu voulais faire un lien avec Canopée. Donc tu vois bien une progression ou un lien entre tes différents bouquins? Il y a quand même quelque chose de l'ordre du conte initiatique. C'est souvent des femmes qui se libèrent. Enfin, il y a vraiment quand même cette idée-là. Et puis, à chaque fois, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la violence. Il y a quand même vraiment des choses de l'ordre du conte aussi. Mm-hmm. Ici, on a aussi une transformation, mais sur un épisode de vécu. Et je trouvais ça, donc là, on a les deux. Je montre la suite, mais on va laisser aux gens le temps de lire aussi.
Et donc ça, c'est dans ton voyage en Équateur que tu as fait en quelle année? Oh là là. 2020? J'ai l'impression que c'était hier. Je sais plus. 3 ans, 4 ans? 4 ans peut-être? Avec le 2022, avec la séquence 2020-2021, on est un peu perdu, je crois. Oui. Récent, en tout cas, voyage récent. Et donc là, tu en as fait. Ça faisait partie, donc c'était un voyage avec une alliance française. Oui, c'est ça. Et donc ça faisait partie du deal, on va dire, de l'engagement en tout cas mutuel, que tu rapportes des dessins de là-bas. Voilà. Carnet, en mode carnet. C'est ça. Et normalement, je devais faire assez peu de pages. Ah oui, ok. Puis je me suis T'en as emballée. fait beaucoup. J'ai fait. Je suis peut-être pas très loin de 40, 50. Et donc là, on découvre ton dessin réaliste, enfin, on va dire une veine plus réaliste, bon, par certaines pages en tout cas. Là, c'est toi. Oui, en fait. Mais quand même la transformation. C'est ça. Et en fait, en Équateur, le deal, c'était vraiment d'aller dans certains endroits. Donc, c'était là où il y avait les alliances françaises. Et j'ai voulu absolument aller en Amazonie avec vraiment cette idée de revoir la jungle. Parce que donc, j'ai un projet en cours avec Dargo qui se passe dans la jungle. Donc, j'étais un peu obsédée par ça. Et j'avais en gros 2 options. Soit je partais dans une lodge avec des grandes échelles, on voit la canopée, les oiseaux. Soit j'étais à ras le terre, dans la boue, avec les insectes. Et donc, quelque part, la réalité des autochtones, parce que du coup, il y avait un contact de l'Alliance française qui m'a proposé de venir dans sa communauté. Et donc, c'était un homme qui était quand même à la fois sympa, il est dit chaman, alors, sans doute, mais très particulier. Et à un moment donné, on s'est baladé dans la jungle, il m'avait maquillée, c'était complètement ridicule. J'étais avec ma grande toge en plastique là, contre la pluie. Et puis, à un moment donné, il m'a raconté comment ça s'était passé, sa transformation. Voilà, en jaguar. Donc c'était complètement fou parce que c'est ces moments de... Finalement, avec la fatigue, le fait d'être dans une culture complètement différente, avec quelqu'un qui avait une perception du réel, de ce que c'est le rêve, qui était complètement différente, finalement, j'avais vraiment ces moments vraiment de bascule totale où je passais d'un truc qui était c'est normal, je suis en voyage, il se passe ça, à des moments de bascule. Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi moi, ce que je pense, ça serait vrai? Pourquoi lui, il me parlait de rêve en me disant voilà, dans ce rêve-là, j'ai rêvé que tel chaman a tué quelqu'un, mais il l'a vraiment tué. Enfin voilà, donc tout était en fait un peu mélangé, quoi. Et finalement, un peu comme dans mes bandes dessinées où il y a ces moments de bascule. Je me disais aussi que pour revenir un petit peu pour rester sur la transformation, une caractéristique de la bande dessinée, c'est d'ailleurs parfois un fardeau pour les dessinateurs et dessinatrices, c'est de devoir dessiner autant de fois qu'il y a de cases la tête du même personnage. Et toi, du coup, tu t'en tires par une pirouette en les faisant se transformer. C'est-à-dire que si ton personnage il se ressemble pas d'une case à l'autre, on va avoir constamment l'impression qu'il se transforme. Donc voilà. On va plus voir la transformation. Ouais. Donc là, c'était une petite transition mignonne, un extrait des Croqueuses. Ça date, hein, Oui. Tu disais que cet album était un petit peu une exception. Je me reconnais moins en fait dans ce travail-là. Ouais, vrai. ok. Et moi, j'avais en préparant la rencontre, j'avais ce souvenir de la série La Complainte des Landes perdues, une série de Dufault et Rosinski, où sur la couverture il y avait tantôt marqué l'amour est au cœur du mal ou le mal est au cœur de l'amour. Donc là, t'as une petite parce qu'on arrive sur le thème de l'amour qui fait mal, qui est très présent. Enfin, je le dis comme ça. Voilà, encore une fois, je trouve que c'est un peu enfermant de mettre des mots, mais il fallait bien que j'en choisisse. Et donc là, je trouvais amusant aussi de voir des thèmes récurrents. Donc là, je pense que tu peux pas lire. Est-ce que tu t'en souviens de ce que tu as écrit dans cette page? Est-ce qu'il faut que je peux mentir ou pas? Non, en fait, je me souviens plus. Eh ben, c'est pas un souci. C'est une page où le personnage parle de l'aliénation dans l'amour et qu'on devient un monstre à 2 têtes. Donc ça, c'est dans Les Croqueuses. Et dans La Femme toute nue, il y a vraiment une représentation de ce monstre à 2 têtes. Alors, La Femme toute nue est avant Les Croqueuses, mais je l'ai mis après parce que je trouvais amusant d'avoir le dialogue. On est vraiment dans un style différent, quoi. Même, enfin voilà. Là, on a.
Oui, c'est vrai. Alors, je me sens un peu mise à nu. Confidence. Tu veux qu'on passe à la case suivante? Non, mais c'est vrai. Je pense qu'on est beaucoup à être habité par ça, par l'envie d'être à deux. Et puis, il y a des périodes de vie où on ne l'est pas. Il y a comment... mais c'est vrai, c'est marrant parce que c'est un peu pessimiste et à la fois là, on voit bien qu'elle est contente avec sa tête de canard sur l'épaule. Oui. Donc finalement, il y a aussi des alternatives. Ouais. Mais ouais, il y a ce... c'est vrai que la première histoire est un peu triste. J'ai envie, mais je peux pas. Voilà, c'est comment on négocie avec l'idée de l'amour. Comment. Mais c'est jamais... Justement, ça reste toujours en mouvement avec... avec ton art de la pirouette humoristique et de la transformation. En fait, on n'est jamais figé. On n'est jamais figé totalement dans le refus, ni totalement dans l'acceptation complète et simple et stable de l'amour, quoi. C'est tout le temps en mouvement, en fait. On verra dans d'autres images. Donc là, on parlait de l'amour romantique juste avant. Et là, on est sur le personnage de figure paternelle, tu vois. Moi, j'étais même pas... comment dire, effectivement, j'avais supposé que c'était une figure paternelle dans Canopée, mais comme il n'y a pas de texte, je me disais peut-être qu'on peut l'interpréter autrement, mais il s'avère que c'est quand même aussi toi l'idée que tu avais en tête. Ouais. C'est une espèce de découpage assez psychanalytique, hein, parce qu'en gros, il y a le rapport au père, et après, il y a tout le déroulé, c'est-à-dire toutes les aventures qu'elle vit dans la forêt, et tous ces personnages d'hommes qu'elle rencontre. Et c'est vrai qu'il y a un peu cette idée de dire, est-ce qu'on peut... c'est une question ouverte. Est-ce qu'on peut échapper à son histoire? Comment on se construit quand on a des liens toxiques dans l'enfance, avec des gens qui... Alors, ça peut être le père, mais des figures... c'est comment on recouvre sa liberté, en fait. Et c'est vrai qu'il y a ça pour Canopée, il y a ça pour Azola. Il y a vraiment l'idée de pouvoir s'extraire de ça et réécrire autre chose. Alors, c'est vrai qu'après, on ne sait pas exactement. C'est vrai que j'ai jamais écrit d'histoire sur un couple, sur une rencontre amoureuse, sur quelque chose de... Là, c'est quelque chose plus de l'ordre de la recherche, avec toujours quelque chose qui reste ouvert. Mais c'est interroger ça, quoi. Et que... Voilà, c'est envie d'autre chose, puisqu'on reste sur quelque chose d'ouvert. Ouais. Là, pour faire la transition aussi avec une partie avec des représentations de l'amour physique et de l'érotisme, je trouvais cette séquence mignonne. Je vous laisse découvrir avant de passer à la page suivante. C'est mi-flippant, mi-mignon. On est vraiment... Il y a des étapes où on se dit « Oh, quelle angoisse !» Et puis après, on se dit « Ah non, ça a l'air cool !» Et puis après, on se dit « Ah, c'est bizarre !» Et puis après, c'est fini par une petite graine, une petite fleur. Ça te fait ça quand tu le dessines aussi, toi? C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de mots. Ouais. Parce que si je me disais oui, alors je vais faire deux corps qui s'embrassent, qui s'en mêlent, et puis ils sont comme ça l'un contre l'autre, et puis d'un coup, il a une érection. Et d'un coup, ils font l'amour et puis finalement, ça donne une petite graine. Ça serait impossible. Je ne peux pas me le formuler parce qu'il y a aussi quelque chose dans ma tête qui censure. Je me dis, cette idée n'est pas du tout acceptable. Et c'est vrai que sur ce mode d'écriture, en fait, je suis prise par l'idée. En fait, je pense que je me suis dit, qu'est-ce que ça fait quand on s'aime très fort, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de l'autre, on a envie de le manger, on a envie de fusionner, on a envie de... Et puis, c'est quoi un désir d'enfant ? Je pense que c'était un peu cette idée-là. Donc, c'est vrai que quand ça part d'un sentiment, d'une émotion, ça marche. Mais après, si je commence à me dire, alors, je ne vous refais pas le déroulé. Parce que tu dis, tout à l'heure, tu disais, c'est comme, tu faisais le lien avec la psychanalyse et réécrire, tu as dit réécrire son histoire. Et moi, je pensais à l'autre mot possible, c'est redessiner son histoire, en fait. La psychanalyse, c'est les mots, les mots, les mots. Réécrire, c'est forcément les mots aussi. Et le dessin, ça se passe de mots. Et effectivement, tu passes pas par la case censure parce que en tout cas, tu le formules pas les mots où tu pourrais dire non mais ça c'est trop. Des fois je me dis c'est intéressant d'aller au-delà, même si après c'est pas... C'est pratique les mots quand même. Mais... Oui, c'est pratique, mais je veux dire en termes de narration et tout, je trouve que quand on va au-delà de quelque chose, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant. Après c'est sûr que socialement... parlant, c'est pas, je vais pas courir chez ma belle famille et montrer ce que je fais, quoi. Je sais très bien que c'est pas admis. C'est-à-dire que je sais pas si ma belle-mère a lu mes albums.
c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre et de non acceptable, mais que je trouve que c'est intéressant d'aller au-delà de de ce qu'on est supposé dire ou faire. Parce que bon, je me dis le dessin, voilà, la création, enfin, c'est là pour aller plus loin, quoi. Aller à des endroits même que je ne connais pas de moi-même. Bon là, du coup, il y a quelques images ensuite d'Azola dont tu m'as parlé déjà. Bon, ça va monter en puissance encore après. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc là, on a vraiment quand je disais l'amour qui fait mal, là c'est même plus on est sur le désir féminin, sa puissance destructrice. On dirait presque une déesse. Elle est devenue une déesse toute puissante. Et puis on a l'image très impressionnante. Je crois que c'est celle-là dont quand je l'ai scannée et que je te l'ai remontrée, où je sais plus quelle était ta réaction, mais que j'ai dit non, c'est trop. C'est trop. Alors après, c'est l'histoire qui fait que, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur. Je crois qu'il y avait vraiment ce truc de pousser très loin aussi cette idée de désir féminin qui vient comme tout broyer. C'est aussi une époque où il y avait beaucoup, je trouvais, de discours autour du cœur, du féminin qui prend soin et c'est vrai qu'il y a aussi Hystéria là, que j'avais une série que j'avais fait pour Professeur Cyclope. Des fois il y avait ce truc là qu'à un moment donné ce cadre était tellement petit de la femme, la douceur, une forme d'humanité et en fait j'avais envie de dire mais on a aussi un désir qui peut être très fort, on peut aussi avoir voilà, c'est être traversé par des choses qui sont fortes, négatives, et j'avais aussi envie de pousser ces personnages féminins jusqu'à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la légende, du conte. Hop là, il manque une image. Ah non, c'est juste pas dans le même ordre. Après, donc on passe pour moduler émotionnellement quand même le parcours des images. On est sur autre chose. Enfin, on voit quand même justement... Non, ça rebondit bien aussi sur ce que tu viens de dire finalement, alors que ça, c'est une bande dessinée qui a pas mal d'années plus tôt que Azola dont on vient de parler. Donc il y a aussi déjà cette envie d'un personnage féminin qui est capable de violence. C'est plus ancré dans le quotidien. Là, pour le coup, on n'est pas dans le conte. Après, avec la femme toute nue, il y a j'aimais bien cette... Là, on a une idée du care aussi, du soin, et qui tourne mal. Une idée un peu singulière, ouais. Hop. Mais c'est pareil, on reste jamais sur une... ça se termine pas mal. Ça dépend pour qui. Et en fait, on trouve toujours des solutions, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, et comme la mort n'existe pas vraiment dans les contes, ou en tout cas elle peut être transcendée, on peut toujours rebondir. Donc il y avait cette question d'une forme de violence. Je me demandais, alors, tu as des personnages féminins qui sont, si on prend Azola par exemple, qui exprime une forme de violence puissante. Est-ce que pour toi, c'est dans son personnage d'Azola, est-ce que c'est chez elle à l'origine ou est-ce que c'est vraiment la séquence des événements qui lui arrivent, les circonstances qui la rendent comme ça? Parce que là, par exemple, on a des femmes du village qui se transforment en créatures méchantes et monstrueuses. Est-ce que cette monstruosité, elle est déjà là dans ces personnages, dans tes différents personnages, ou est-ce que c'est des circonstances qui le rendent comme ça? Moi, je dirais que c'est peut-être... par exemple, Azola, en fait, elle est prise de surprise, c'est-à-dire que son quotidien est fait autour de son mari. Et donc ce petit mari qui est donc chasseur. Le matin, elle fait ceci, cela, le petit déjeuner, il part, il revient à la chasse. Enfin, elle a vraiment un quotidien qui est tout orchestré autour de lui. Et au moment de son départ, qui est un départ hyper violent, en fait, c'est une femme qui, en état de choc, va s'endormir. Elle s'endort et du coup, elle a une espèce d'état comatique où elle va se mettre à rêver. Donc c'est pour ça que ça devient de plus en plus fantasmagorique. Mais en l'occurrence, pour moi, c'est presque comme quelqu'un qui refuserait un état de deuil. C'est-à-dire que au lieu de se poser dans cette forme de tristesse, elle va se battre un peu contre elle-même, quoi. Et pas du tout dans le sens du courant. Elle va
elle va s'accrocher à quelque chose. Pour moi, c'était un peu c'était plus de l'ordre des circonstances qui fait que c'est presque inévitable. Après, il y a aussi l'idée d'un personnage qui se contraint beaucoup et qui finalement, à un moment donné, déborde, quoi. Il y a vraiment aussi cette idée-là. Et puis, en l'occurrence, là, les femmes du village, c'est aussi que c'est vraiment, je pense, aussi lié à la souffrance. C'est-à-dire que leurs maris sont partis, ils ne reviennent pas, elles s'interrogent. Elles pensent qu'il y a un lien avec Zola. Enfin, voilà. Il y a comment aussi, comment dire, une foule, les émotions, qu'est-ce qu'il peut il peut bien sûr en sortir plein de choses belles, mais des fois, comme une vague. Alors, il y a des, encore une fois, je voyais des motifs récurrents parce qu'on on a ce monstre créé par les villageoises en colère de Azola. Ici, on a une image que tu as faite pour une exposition, je crois. Oui, c'était une exposition. Donc on y voit quand même des ressemblances. Oui. Après, ça, c'est compliqué, hein, parce que je pense que c'est de l'ordre de l'inconscient. Pourquoi on a besoin de faire des images qui ont une certaine violence. Mais je pense que ça tient aussi à peut-être un équilibre avec comment je me conduis au quotidien. Je suis souvent assez souriante. J'aime donner à voir ce qu'on attend de moi. J'essaye de ménager les petits plats dans les grands. Et du coup, c'est vrai, je trouve une forme de jubilation dans le fait de dessiner la violence. Il y a un plaisir dans le fait de dépasser les bornes, de vouloir tout casser et puis de ne pas le faire. Parce que c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de plaisir à être agréable avec les gens, plaisanter, etc. Donc c'est sans doute un espèce de quelque chose de cathartique. Ouais, c'est ça. Et là, on est vraiment, comme tu disais, tu parlais de cheval de Troie tout à l'heure. La joliesse, la beauté, l'élégance du trait, du graphisme, des couleurs. Est-ce que là, par exemple, cette idée cheval de Troie, on y est pour toi ou pas forcément, ou c'est dans d'autres récits? Oui, alors après, ça fait partie aussi de mes plaisirs, hein, tout simplement. Oui, d'accord. On est aussi beaucoup guidé par le plaisir quand on dessine, donc puis c'est là où je pense qu'on est plus juste, quoi. Mais de toute manière, cette image-là, si elle était réaliste, avec un graphisme différent, ça donnerait autre chose, quoi. Mais, et puis souvent, il y a une simplification qui me fait penser à des icônes, à de l'art sacré, ou des choses où on est vraiment tout en aplat, des choses où il y a des changements de dimension en fonction de l'importance qui est donnée au personnage ou au symbole. Il y a vraiment aussi ça... un assemblage de symboles aussi pour avoir une certaine puissance, quoi. Les nouveaux invités. Bonjour, bienvenue. C'est bien là que vous vouliez arriver ? Bienvenue. Alors après, je trouvais rigolo aussi de mettre une des façons dont un même motif va se retrouver dans un tout autre domaine. C'est un extrait de Tilda sur le toit avec un personnage, je trouve, qui physiquement fait penser à ceux qu'on a vus juste avant. C'est vrai, je n'avais pas pensé. En l'occurrence, c'est un personnage masculin, donc on n'est plus... Tu es au service de l'histoire de quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Mais voilà, effectivement, on peut se dire, tu disais tout à l'heure, c'est un truc dans ton inconscient. Il y a des personnages qui habitent profond. Ouais, c'est vrai qu'en jeunesse, alors ça c'est assez marrant parce que des fois ça peut être un peu la bataille, parce que des fois en jeunesse, il y a, surtout en presse, il y a quand même des attentes sur le fait que ça soit justement mignon, sur le fait que ça soit quelque chose de tendre et tout. Et c'est vrai que j'adore faire des monstres. Et ça, c'est vraiment une récurrence. Alors, c'est presque un plaisir enfantin, sans doute, aussi de dessiner quelque chose qui fait peur, quoi. Peut-être pour l'éloigner, pour le maîtriser, parce qu'au moins là, c'est ta créature. Je suis la créature de la créature. Il y a peut-être un peu de ça, mais et puis un monstre, ça peut prendre toutes sortes de formes, quoi. Ça, c'est trop bien. Je voulais aussi parler de... J'ai l'impression que ce voyage en Équateur a été... un tournant, c'est peut-être beaucoup dire, mais qui a été graphiquement aussi important pour toi. Là, j'ai gardé une page de l'album
parenthèse en Équateur. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on voit là? C'est assez particulier. C'est vrai que les représentations en Amérique latine, en fait, dans les églises, sont assez violentes. Donc c'est assez particulier parce qu'on voit des Christ vraiment ensanglantés, enfin, des choses de l'ordre du... Voilà, c'est assez réaliste, c'est assez dérangeant. Et là, en l'occurrence, c'était une grande toile. Alors c'était assez compliqué à dessiner parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs de dessin. Donc c'était assez bizarre de dessiner un dessin avec des erreurs et puis d'essayer d'en faire quelque chose d'agréable esthétiquement parce que ça l'était pas, et puis finalement se retrouver sur un truc un peu étrange. Et du coup, cet énorme tableau, en fait, c'était sur les péchés. Et à chaque péché, il y avait donc une torture qui était représentée, une torture qui se passait en enfer. Donc je crois qu'il y a l'adultère, par exemple, c'était une femme qui se faisait manger par un cochon. Le pire, c'est que peut-être qu'elle aime bien ça, en fait. On ne sait pas trop. Parce que c'est vraiment une punition. Ouais. Enfin, donc tout un tas de représentations comme ça. Et puis plus globalement, c'est vrai que par exemple au Mexique et tout, des voyages comme ça, j'ai aussi eu un peu des chocs esthétiques au niveau de l'art populaire et tout là-bas. C'est vrai que ça a été des moments assez forts. Donc ça nous emmène vers une fresque que tu as faite là-bas. Ouais, donc dans des circonstances assez marrantes parce que j'étais allée au Mexique un mois pour le plaisir et je m'étais dit non, mais j'étais comme tombée en amour. C'est pas l'Équateur là pour le coup. Ouais, là c'était le Mexique, ouais. Okay. Et là j'étais tombée comme en amour, mais vraiment comme on tombe amoureuse, quoi. Et je me suis dit, il faut que là j'ai passé un mois dans ce pays, il faut que je revienne. C'est obligé, il faut que je revienne. Et du coup j'ai été prise d'audace, je suis allée à l'ambassade de France, je suis allée voir le chargé des affaires culturelles avec mon jean et mon sac à dos et je lui ai dit je veux revenir, quoi. Je n'ai pas dit ça comme ça, mais... Et j'avais pas trop de nouvelles et puis il m'a appelé, il m'a dit ok, et viens faire une fresque donc de 4 mètres au nord du Mexique. Et donc c'était vraiment une aventure, quoi. Puis j'ai dessiné en direct durant on a Feria del Libro à Saltillo et il y avait tout le monde qui me parlait, c'était assez drôle, quoi. Je me demandais effectivement tout à l'heure tu parlais de sans doute une différence culturelle avec notre culture sur une sorte de superposition, enfin peut-être en littérature on appelle ça le réalisme magique, le fait de... ah oui, est-ce que je l'ai toujours? Si, je l'ai plus tard, mais j'ai une image de Frida Kahlo aussi. Ce côté mystique, j'ai l'impression qu'il y a... tu vois, les croqueuses dans tes premières BD, quelque chose d'assez concret, de la vie de tous les jours. Et là, tu vas de plus en plus vers des choses mystiques, magiques. Je ne sais pas si moi, je me suis imaginé que ça pouvait venir de ces voyages au Mexique et en Équateur, mais est-ce que je me trompe? Ça, je me l'explique pas trop. Mais c'est vrai, j'ai un petit côté mystique. Mais sans avoir de... comment dire, j'ai pas de... Je sais pas comment dire, je suis pas croyante à proprement dit et tout, mais j'ai quelque chose qui en moi de cet ordre-là, quoi. Et qui a toujours été là ou de plus en plus marqué? Parce que ça se voit de plus en plus dans ton travail, il me semble. Je vais dire ça, mais c'est vrai que c'est peut-être lié aussi à ma pratique du yoga, des choses comme ça. Et puis après aussi, je sais pas, ce qui fait que je trouve qu'il y a une espèce de... Voilà, il y a des moments suspendus dans la vie où on a l'impression de faire partie de ce grand tout. On est comme pris par... comme si le temps n'était plus et que finalement on se dépossédait de soi-même pour, je sais pas, faire partie d'une espèce de cosmos. Alors après, c'est des choses que je mets rarement en mots parce que ça paraît vite un peu... un peu particulier, mais c'est vrai que par exemple dans mes images il y a ça, et c'est vrai que là récemment j'ai voulu faire toute une série en sérigraphie en doré, donc ça me permettait d'avoir vraiment ce truc pailleté et tout, et vraiment j'étais dans une espèce de truc une espèce de délire, je sais pas, je pense à ces images dans les églises et tout. Ce que j'adore, c'est vraiment cette idée que comme si une image pouvait donner du pouvoir ou pouvait amener quelque chose d'autre
l'aspect même un peu performatif, quoi. C'est-à-dire que comme si cette image qui est chez moi, elle va créer quelque chose, une puissance, une protection. Enfin, j'adore ces icônes comme ça qui ont vraiment... c'est comme ces objets qu'on voit. On se dit, mais non, mais cet objet, il peut pas être juste un objet. Il est autre chose, quoi. Alors, j'aime pas trop la pensée magique pourtant, mais je crois que malgré moi, parce que j'ai vraiment quand même un côté cartésien assez balèze, mais c'est vrai que ça, voilà, cette espèce de bascule entre des moments de mysticisme et là, tu me parlais de... Ça, je pense que c'est parmi toutes les images qu'on voit aujourd'hui, ce sont les images les plus récentes, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de... là, j'ai donc bon, c'est assez personnel, mais récemment, donc j'ai eu un enfant. Il y a eu un moment d'arrêt dans mon travail et il y a ce moment de j'ai arrêté de dessiner, je reprends le dessin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réappropriation parce qu'il y a ce temps silencieux qui j'avais jamais eu de pause dans mon travail comme ça et j'ai eu besoin de repartir sur sur une petite série d'images, mais quelque chose d'assez personnel. Donc j'ai repris des images que j'aimais beaucoup il y a 5 ans et d'autres que j'ai créées. Et pour aussi une histoire de cohérence, j'ai travaillé sur ce côté noir et or. Et j'ai eu aussi beaucoup envie de parler de maternité. Alors bon, c'est très singulier comme manière d'en parler. Mais c'est vrai que dès que j'ai été enceinte, j'ai tout de suite été confrontée à des plaquettes de placements produits sur tout un tas de produits, de compléments alimentaires, etc., où je voyais des petites bonnes femmes, toutes contentes, enfin quelque chose de très positif. Alors à la fois, c'est aussi très agréable ce que j'ai vécu, mais c'était comme si il n'y avait pas ce pendant parce que je trouvais que vraiment l'endroit, ce moment où on bascule comme ça sur ces nouveaux chapitres de vie, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ambivalence qui est aussi hyper intéressante, je trouve. C'est-à-dire que le fait d'être enceinte, de devenir mère, voilà, il y avait une espèce de choses comme ça assez mélangées. Donc c'est vrai qu'on a des images qui sont finalement, sauf une des images qui est en grand, qui est beaucoup plus justement sur le cosmos, etc., mais beaucoup plus comment dire, positive et tout. Celles-ci, elles sont un peu ambiguës, parce que là, à la fois, on est sur un envol, et à la fois, il y a quelque chose de l'ordre de la dépossession de soi. J'ai aussi pensé j'ai aussi pensé à ces femmes qui ont des césariennes. Enfin, ça n'a pas été mon cas, mais après, chaque expérience est différente. Mais pareil, l'image précédente, il y a ce visage qui est sur l'image d'avant, qui est un peu comme apaisé. Il y a ce moment comme ça où elle allait son petit, et à la fois, il y a cette colère. Et c'est vrai que quand le peu de fois où j'ai dessiné quand j'ai eu mon congé maternité, ben, en fait, c'était marrant parce que il me sortait les doigts, parce que ça, c'est quand on reprend le dessin d'un coup, c'est un peu malgré nous. Je me voyais dessiner et j'avais fait une louve en colère. Et du coup, bah, c'était toutes ces choses que je prenais sur moi, etc. Il y avait cet amour si fort, il y avait cette puissance, il y avait toutes ces choses qui me dépassaient complètement et qui me mettaient dans des états de joie tellement intenses. Et du coup, j'ai eu besoin de dessiner cette louve en colère. Ça sortait comme ça, quoi. Que j'ai redessiné ensuite par la suite pour cette série. Pas forcément, non. Et alors, si les gens aiment beaucoup, si vous aimez les images qu'on a vues précédemment, Karine en a fait des tirages en sérigraphie que vous pouvez vous procurer à la vente sur le festival. Moment publicité. Sur le temps des dédicaces. Sur le temps des dédicaces. Oui, j'avais mis là aussi. Donc ça, c'est des extraits de... Je passe un peu trop vite, mais c'est des extraits de carnet. Ça, c'est des choses récentes aussi, je crois. C'est un peu plus ancien. D'accord. Ouais. Et c'est là que j'avais mis cette image de Frida Kahlo, puis j'avais une citation, c'est moi qui l'ai choisie, hein. Je précise que c'est pas spécialement toi qui l'a mise dans la sélection, mais moi je trouvais intéressant de rappeler qu'elle avait dit « Je ne suis pas une surréaliste, je ne peins pas mes rêves, je peins ma réalité ». Toi, tu as parlé tout à l'heure de métaphore. Alors là, dans cette partie, j'étais sur l'idée du dessin comme langage, comme mode d'expression qui sort de manière spontanée pour raconter quelque chose.
C'est vrai que souvent je fonctionne un peu par métaphore, mais je pense que c'est aussi lié à un côté assez intuitif dans mon mode d'écriture ou dans mon mode de représentation. Et c'est vrai que par exemple à Zola, où c'est quand même un livre où je parle aussi de l'état de deuil, il y a ce moment en fait où, un peu comme le corps qui se répare et l'âme, en fait il y a un temps qui est propre au deuil et sur lequel on n'a pas forcément de prise. Et il y avait aussi ce truc de cœur en cage, quoi. C'est-à-dire que il est comme une forme de convalescence, c'est-à-dire que de temps à part pour ensuite développer autre chose. Enfin, je sais pas. Je m'en mêle un peu, mais je crois être à peu près claire. Tout à l'heure, on a parlé plusieurs fois de l'inconscient. Est-ce que toi, tu as des méthodes particulières pour te connecter à cette partie de toi? Est-ce que ça devient spontanément, ce mode d'écriture et de dessin? Alors là, il y a différentes choses, on voit des choses très variées, mais là en plus, je te laisse répondre à cette question-là. Je garde la suivante pour plus. C'est-à-dire que l'exercice du carnet, pour se mettre dans un mode un peu singulier, où on est peut-être plus en prise avec des choses qui sont cachées en nous, ça, c'est plus évident. Ça c'était carnet, pardon. Ouais, c'est ça. Après, sur des modes d'écriture, c'est un peu différent, parce qu'il faut quand même garder une visibilité. L'idée, c'est de ne pas perdre le lecteur. L'idée, c'est vraiment de construire un projet. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent ce temps un peu spontané où j'ai accès à plein de choses, à des choses que je veux raconter. Et puis après, il y a vraiment ce travail presque de modelage, c'est-à-dire que pour avoir une forme qui est harmonieuse, quoi. Et est-ce que tu as tes rituels, des choses de carnet comme ça? Est-ce que tu as des moments particuliers où tu dessines, ou est-ce que ça vient comme ça en toutes circonstances? Est-ce que tu es facilement connecté à cette partie un peu cette partie créative et plus inconsciente de toi, ou est-ce que tu as besoin de te mettre dans un état de calme ou une heure de la journée En fait, ces moments où je dessine dans les carnets sont assez rares, parce que j'ai toujours un peu j'avance sur mes projets, etc. Puis les projets de BD, c'est souvent long cours, donc c'est des moments assez précieux où finalement ça va assez vite, parce que je suis tellement poussée par l'envie de parler de quelque chose que je ressens immédiatement. Parce que souvent, quand on est dessinateur professionnel, c'est-à-dire qu'on va dessiner sur d'autres projets et tout, et du coup, les temporalités sont un peu différentes. Autant que là, si je dessine dans un carnet, tout de suite, je me connecte à ce que je ressens, et du coup, ça va assez vite. Et puis, poussé par l'envie, ça... Donc là, on a un autre exemple de motif commun de ce côté écriture, avec dans La femme toute nue, une femme rapiécée en morceaux. Et à nouveau, le motif de la femme en morceaux qui est en train d'être rapiécée c'est la fin d'Azola. C'est un gros spoiler. Assez. Fermez les yeux. Et donc là, c'était... toi, tu assumes et tu acceptes, tu utilises l'idée que tes dessins sont des métaphores. Ah oui? Ouais, ok. Sinon, ça serait horrible. Non, mais dans le sens, justement, je parlais de la citation de Frida Kahlo, parce qu'elle dit « Je peins pas mes rêves, je peins ma réalité ». Ah oui, après, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réalité intérieure. Oui, voilà. J'imagine. Voilà. Elle aussi, sans doute. Mais après, dans la bande dessinée, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la mise en forme, quoi. C'est une histoire. Donc, pour moi, vraiment, j'étais sur la structure aussi du conte, quoi. Il y a aussi ce qu'appelle un début de récit, quoi. C'est-à-dire qu'on est un peu... des fois, on est tiré malgré soi par une logique de récit. De tirer les fils, en fait, d'une situation, quoi. Ouais, ou comme une force de vie. Ça avance, quoi. Okay. Mais après, vraiment, il y a aussi cette idée de travail, de retravail. Une histoire, pour moi, c'est pas un simple dessin. Oui, c'est pas juste une chose qui sort spontanément comme ça. Ça doit être construit ensuite, quoi. Ouais. Ensuite, on va passer sur ton travail en cours pour terminer la rencontre. Donc là, tu m'as envoyé des recherches couleurs pour la bande dessinée Elsie. Et puis, je vais les faire défiler pendant que tu peux nous en parler et aussi nous parler de la place de la couleur dans ton langage graphique aussi et le plaisir que tu manifestes. Là, en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a vu aussi mon premier bouquin qui était très minimaliste. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'explore des choses en termes de plasticité qui me plaisent et tout. Et c'est vrai que ce récit-là, il m'a tout de suite séduite parce que
bah voilà, on parlait du cheval de Troie, mais là on est vraiment sur un récit d'aventure qui paraît assez classique. Une jeune femme qui part dans la jungle à la recherche de son mari en 1900, etc. Et à un moment donné, il y a comment dire, le récit se déstructure. Et en fait, là, je me suis dit, mais il y a tout un truc à jouer sur la couleur. Et j'ai eu envie de, voilà, qu'on passe du rêve à la réalité, de distordre le réel par la couleur. Et j'ai aussi ce truc, voilà, de sensation, quoi. Vraiment, on est vraiment sur l'ordre de l'émotion, de la sensation, de la peau. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment ce côté dans la couleur, c'est qu'il n'y a aussi pas besoin de mots, quoi. C'est-à-dire qu'on ressent quelque chose, quoi. Et du coup, voilà, je suis partie sur des choses comme ça, mais alors, je suis complètement partie en transe totale. J'ai rempli des carnets entiers avec des recherches couleurs. Toujours un peu d'excès, hein, même dans la manière de travailler. Mais ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir et c'est à partir dans ces ambiances un peu poétiques, oniriques, et à s'éloigner petit à petit de couleurs trop réalistes. Et là, tu travaillais on t'a vu travailler tout à l'heure en aquarelle. C'est le médium ou je sais pas. C'est mon médium de cœur. Ouais, c'est ça. Bah oui, j'aime ça parce que c'est marrant. Il y a toute une idée aussi de temps, quoi. C'est-à-dire que il y a le temps du papier, du moment de séchage, aussi, je trouve tout ce qui nous échappe à l'aquarelle, tout ce qui est imprévu et qui est là malgré nous, mais qui est beau quand même. Enfin voilà, j'adore ce rapport-là. C'est au départ, hop, d'un coup la tâche elle part et on fait wow, ouais, je vais faire ça. Enfin, il y a un côté un peu, ouais, c'est un peu. Les accidents sur lesquels on rebondit. Ouais, exactement, c'est ça. Et puis quand c'est fini, c'est fini. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui me touche aussi beaucoup dans ce médium-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment, c'est un tenté, quoi. C'est pas une image que je fais à la main, mais que je retravaille à l'ordi, etc. indéfiniment. C'est là. Et ça existe pour ce que c'est, quoi. Tu fais des images à l'ordinateur aussi ? Mais alors plus par exemple sur ma série Tilda sur les toits chez Bayard, là je travaillais à la main quand même, il y a quand même ce truc d'accident parce que c'est quand même à la plume, etc., à l'encre de Chine, mais après derrière, je repasse par l'ordinateur, donc c'est quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Là pour moi c'est beaucoup plus aventurier, quoi. Super, bon, on a fait un beau tour dans ton travail. J'espère que ça aura donné envie aux gens d'aller découvrir plus avant tes albums. Et l'exposition. Et l'exposition, des images que vous pourrez voir dans l'exposition. Tu as une ou plusieurs séances de dédicaces dans le week-end, si tu veux les donner. Ah oui, alors tu les connais. si, mais alors c'est juste après. D'accord. Oh là là, je perds la notion du temps. Je crois que c'est 15h30, je crois, au stand de la librairie de la droguerie. De la droguerie, ouais, d'accord. C'est ça. Et puis demain, demain c'est de 14 à 16. Ok. Au même endroit ? Au même endroit. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Karine. Merci à toi, la